Pour les Journées européennes du patrimoine, les Archives nationales de Paris ouvrent leurs grands dépôts. C'est ici que tous les documents fondamentaux de l'histoire de France sont précieusement conservés et je vous propose d'en découvrir quelques-uns aujourd'hui, comme celui-ci. Je crois que j'ai sous les yeux le document le plus ancien que vous possédiez ici aux Archives nationales. Exactement, c'est une charte mérovingienne qui date du tout début du 7e siècle et qui est écrite sur papyrus. Il s'agit d'une simple confirmation d'un titre de propriété qui a été fait par le roi Clotaire II à l'abbaye de Saint-Denis. Waouh! Mais c'est immense, gigantesque! Combien il y a de documents en fait? On ne compte pas le nombre de documents parce qu'il y en aurait des milliards. En fait, on compte les archives en kilomètres linéaires, c'est-à-dire le nombre de documents mesurés sur une tablette mis bout à bout. Donc ici, on conserve à Paris 50 kilomètres linéaires d'archives, mais c'est encore assez peu puisque notre nouveau site à Pierrefitte-sur-Seine, lui, en contient 250 kilomètres. Ici, on conserve les archives anciennes, c'est-à-dire de l'Ancien Régime et les archives de notaires du XVe siècle à nos jours. Et à Pierrefitte, c'est les archives contemporaines qui sont désormais conservées là-bas, donc à partir de la Révolution jusqu'à nos jours. Ce que je trouve absolument somptueux ici, c'est coursive en fer forgé, absolument merveilleuse, tout est boisé, rien que ça c'est un chef-d'œuvre architectural en fait. Alors c'est effectivement fait pour être montré, même si on ne peut pas les ouvrir très souvent, et c'est de l'architecture du 19e siècle. Tout est savamment classé. Explique-moi comment marche le classement de toutes ces archives. Alors là, en fait, on a des cotes en fait, qui sont répertoriées dans des inventaires, et le principal travail des archivistes, c'est donc de classer ces fonds et de indiquer dans ces instruments de recherche à quel document correspond quel carton. Mais comment faites-vous pour que les documents ne soient pas altérés par l'usure du temps, que ce soit l'humidité, le soleil? L'inertie thermique du bâtiment est très forte, donc il peut faire très froid l'hiver, très chaud l'été, mais comme c'est très progressif, les documents n'en souffrent pas. La plupart des documents sont encartonnés, donc déjà ça les protège de la lumière et aussi un peu de l'humidité, et puis on les sort assez peu souvent, et puis pour les plus fragiles, eh bien, on fait des supports de substitution, on les numérise. Encore une curiosité ici, on dirait, c'est étrange, une ardoise avec des mini-écritures. Eh bien, c'est exactement ça. C'est une tablette de cire sur laquelle on a inscrit un peu le brouillon des documents qu'on allait ensuite reporter dans des registres. Donc là, c'est un document qui date du règne de Saint-Louis et ce sont les comptes de sa maison qui sont inscrites. Et là, concrètement, quand ils voulaient effacer leur brouillon et recommencer, ils utilisaient quoi, un petit chiffon comme nos vraies ardoises d'aujourd'hui? Non, ils ramollissaient la cire et puis ils passaient une petite tablette pour effacer les écritures. Et nous voici à présent dans le sein des Archives nationales. C'est une armoire de fer, sauf que là, l'armoire est très jolie, mais elle est en bois. Alors l'armoire de fer, elle est à l'intérieur, derrière ces portes. C'est un coffre-fort qui date de la Révolution. Et pour l'ouvrir, on va avoir besoin de ces clés. Alors à toi l'honneur, prends la première clé, on va ouvrir la première porte. Waouh! Attention, oh magie! Mais c'est une blague! C'est une porte en fer! Et c'est fermé, comment tu fais? Alors, il y a une autre serrure, elle est cachée là. Oh! Rien que les clés, ce sont vraiment des bijoux. Non mais attends, mais c'est une blague! Il y a encore une autre porte en fer! Faut de la poigne, hein. Dis donc, c'est vraiment très précieusement conservé ici, protégé. 15 février 1791, mais on est au cœur de la Révolution française là. Exactement, c'est un coffre-fort qui a été commandé par l'Assemblée constituante pour protéger les textes les plus importants. Et aujourd'hui encore, on a toutes les constitutions de la France qui sont conservées ici. Depuis la première jusqu'à celle d'aujourd'hui? Jusqu'à la première, jusqu'à celle d'aujourd'hui. Et si tu regardes bien ici, on a la constitution de la Ve République. On peut la sortir? Bien sûr. Oh là là. J'ai l'impression qu'on rentre dans les coulisses de l'histoire. C'est une chance extraordinaire. Vous allez pouvoir voir ça aussi pour les Journées européennes du patrimoine. Alors voilà la constitution de la Ve République qui est scellée avec le sceau de la République. Et si on l'ouvre à la dernière page, la page des signatures, est-ce que tu reconnais un personnage important? C'est de
c'est Charles de Gaulle. Oui, évidemment, Charles de Gaulle qui était président du Conseil à ce moment-là. Et il y a René Coty aussi, juste au-dessus. Exactement, le président de la République du moment. Alors là, nous sortons un instrument avec Sabine, révolutionnaire, c'est le cas de le dire, et un mètre nous sépare, explique-moi. Exactement, c'est le mètre étalon, le mètre qui a donné la mesure du système métrique. Il est en platine, qui est un métal qui ne bouge pas pour pouvoir garder la mesure justement. Et il faut savoir qu'avant la Révolution, on avait plein de mesures différentes, des toises, des pieds, et que c'était problématique. Avec ce mètre, on va pouvoir unifier et il va vite se diffuser dans le monde entier. Comme je suis un peu joueuse, je me choisis une boîte au hasard. Tiens, la 8, je peux la prendre? Bien sûr. Et on va voir quelle surprise m'attend. C'est le testament de Louis XIV qu'il a écrit de sa main à la toute fin de sa vie. Donc on voit que c'est une écriture un peu maladroite. Qu'est-ce que raconte ce testament de Louis XIV? On a envie de savoir. Alors au moment de sa mort, Louis XIV n'a pas d'héritier en âge de régner. Le futur Louis XV n'a que 5 ans. Donc il va nommer ses 2 fils à la tête de la régence. Et ses 2 fils adultères, je crois, non? Exactement, les fils de la Montespan. Finalement, après la mort de Louis XIV, ce testament ne sera pas appliqué puisque c'est son neveu légitime, le duc d'Orléans, qui va récupérer le pouvoir et régner sur la France jusqu'à la majorité de Louis XV. Là, un peu plus grand. C'est la dernière lettre de Marie-Antoinette. C'est une lettre qu'elle écrit de sa prison, juste avant d'être exécutée, pour confier notamment ses enfants à sa belle-sœur, Madame Élisabeth, la sœur du roi, qui malheureusement, elle aussi, va être décapitée. Donc les enfants ne lui seront pas confiés. Et là, les traces, on dirait que ça a été brûlé, le papier. Alors, une légende dit que ce sont des traces de larmes qui auraient abîmé l'encre. Nouveau décor, me voici au sein de la galerie du Parlement. Alors là, on a des livres très anciens. Alors ce ne sont pas des livres, ce sont des registres. C'est une des grandes différences entre les archives et les bibliothèques. Les bibliothèques ont des livres, donc des livres qui sont reproductibles en autant d'exemplaires qu'on veut, alors que les archives, c'est un exemplaire unique. Qu'est-ce que c'est ? C'est un registre du Conseil du Parlement de Paris, qui était un tribunal, donc on trouve des comptes rendus d'audience dedans, mais également une petite surprise. Ici, voilà, on a un petit dessin. Ah ouais. De qui, à ton avis? Elle porte un drapeau, un étendard, une épée, c'est une femme avec des cheveux. Oh, mais c'est Jeanne d'Arc, forcément. Exactement, c'est le premier dessin que l'on conserve de Jeanne d'Arc, sa première représentation historique qui est faite de son vivant. Et les archives nationales de Paris abritent également, regardez-moi ça, l'hôtel de Soubise. Mais ce sont des appartements princiers, là, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Ce sont les appartements du prince et de la princesse de Soubise, un des plus beaux décors de l'époque de Louis XV qui soit conservé à Paris. C'est l'exemple même de ce qu'est un décor rocaille en France. Et autre avantage de ces archives nationales de Paris, nous avons le fameux musée au sein de cet hôtel Soubise. Et là encore, nous avons des trésors. Comme ce long parchemin. C'est un parchemin de plus de 20 mètres de long qui contient en fait les comptes rendus des interrogatoires des Templiers au moment de leur arrestation à Paris par le roi Philippe le Bel. Et on va retrouver une centaine d'interrogatoires qui ont été obtenus sous la torture pour permettre au roi de dissoudre cet ordre qui menaçait son pouvoir en France. Bah, il marche pas très bien ton instrument avant là. Alors, c'est pas vraiment un instrument à vent, c'est une arme de guerre. Ah oui. C'était, on est loin du compte. On est loin du compte. C'est une mitrailleuse qui a été fabriquée par un Corse qui s'appelle Fieschi et qui voulait essayer d'assassiner le roi Louis-Philippe. Alors, il a manqué sa cible, mais il a quand même tué 19 personnes. Mais moi, Sabine, aux Archives nationales de Paris, j'étais persuadée que qui dit archive dit document, registre et qu'il n'y a que du papier à voir. On conserve aussi des objets, ce sont des pièces à conviction qui ont été versées en même temps que les archives des procès, qu'on a conservées ici comme des scellés en fait. Waouh! Et quand on sort à l'extérieur, que de chefs-d'œuvre encore s'offrent à nos yeux. C'est la grande cour d'honneur de l'hôtel de Soubise avec sa colonnade très très majestueuse. Et puis là-bas dans l'angle, les tourelles médiévales qui sont le plus ancien vestige d'une architecture civile médiévale à Paris. Et bonne nouvelle, le musée des Archives nationales, lui, est ouvert toute l'année. Et gratuitement pour tout le monde. Il n'y a plus qu'à en profiter, hein. Bye bye.